Ils s'appellent Omar Sy, Assia Hersi ou Jamel Debbouze et ce sont les nouvelles stars du cinéma français. Et si l'on regarde du côté du théâtre, de la danse, de la chanson, c'est le même constat. La diversité s'affiche sur les scènes de France. De là à dire que les enfants d'immigrés ont trouvé leur place dans l'industrie du spectacle, oui, mais quelle place? A-t-on réussi enfin à dépasser les clichés et les stéréotypes? C'est ce que nous allons voir maintenant dans ce nouveau numéro d'Ego pas trop. Au sommaire, l'humoriste Nawel Madani, le rappeur Kerry James, le comédien Éric Eboiné et le clown Raphaël, surnommé Chocolat. Jean Vilar rêvait le théâtre populaire, accessible à tous, quelles que soient ses origines ou son statut social. 60 ans après, je suis allé à Stein, dans la banlieue parisienne, demander à de jeunes comédiens amateurs si l'utopie était devenue réalité. Le théâtre, c'est la culture avec un grand C. On est en Seine-Saint-Denis. L'idée, c'est que les jeunes, quand ils s'expriment, ils font du hip-hop, ils font du rap, ils vont jouer au basket, pas du théâtre. Bah pas forcément, pourquoi? Il y a un théâtre ici à Stein. Si justement je rejoignais votre vision du choses, il n'y aurait pas eu de théâtre. Non, il y a un théâtre. Ça veut dire que même à Stein, on peut faire du théâtre. Vous-même, est-ce que vous imaginez un mardi soir, voir plus de 20 personnes la réunies pour du théâtre à Stein, justement? En arrivant, même si j'ai grandi là. Alors, il y avait déjà du théâtre. Moi, en tout cas, à votre âge, je ne me serais pas imaginé journaliste. Je veux dire, les a priori, ils existent. Toute la différence est là, en fait. C'est que ça pèse pas pour nous. Ça pèse pour le regard des autres. Et à la limite, des autres, on s'en fout. Oui. Le fait pour certains d'entre vous d'être des enfants d'immigrés ou immigrés vous-même, est-ce que vous pensez que on vous offrira les mêmes rôles ou pas? Moi, je pense que c'est juste un problème au niveau du metteur en scène. Si jamais vraiment il est vraiment engagé dans ses clichés et ses préjugés, que comme quoi on vient de banlieue, donc on ne peut pas faire de théâtre, et banlieue égale rap et basket, oui, là, on risque d'avoir de sérieuses barrières à affronter. Tu penses ne pas être accepté, pourquoi? La ville d'où je viens, tout simplement, et les conditions de mes parents. Étant donné qu'on vient en banlieue, on a plus de choses à faire que les autres, on a plus de choses à prouver. Il faut avoir un bon mental et puis ne jamais se décourager. Enfin, dans la vie, il y a des cons et il y a des moins cons. Si aujourd'hui on tombe sur un con, demain on tombera sur un moins con. Par exemple, le fait qu'on vienne de banlieue et qu'on soit différent d'autres personnes qui viennent de Paris, peut-être même un avantage parce que les autres se méfient pas de nous. Je suis en concurrence avec un black. Voilà. De toute façon, la victoire, elle n'est que plus belle. Nous, personnellement, de toute façon, on ne reçoit pas spécialement les préjugés. On les ressent pour celui qui veut les ressentir. Mais je peux vous assurer que quand on fait des représentations ici, le fait de ramener des gens d'ailleurs qui ressortent en « Ouah, c'était génial » et c'était à Stein et avec des banlieusards, bah, j'en suis que plus ravi. Et je suis encore plus content d'être ici plutôt que d'ailleurs où c'était juste une bonne pièce. Bah, justement, c'est pour un peu la vengeance du préjugé. Et c'est encore plus délicieux en fait comme sentiment, vraiment. S'attaquer aux préjugés en jouant des clichés, faire rire de soi pour mieux s'affirmer, c'est le créneau d'une nouvelle génération d'humoristes emmenée par Jamel Debbouze. Cool. Bon, moi je m'appelle Nawel et je viens de Bruxelles, ça s'entend pas trop là. Hein. Non. Ouais, bah, j'ai laissé mon accent là-bas, on le sait tous, l'accent belge est pas sexy. Est-ce que ça a été facile de se dire un jour je vais monter sur scène? Est-ce que ça a été quelque chose d'évident? Il faut savoir que dans mon histoire, j'ai commencé par la danse. Ce qui fait que l'annonce à mes parents ou le fait de me dire de me lancer dans la comédie ne s'est pas faite directement. J'ai dû d'abord leur annoncer que j'allais être danseuse. Et ça a été compliqué. Pour eux, la danse était synonyme de séduction, de se dénuder, tout ça. D'abord, ce qui a été difficile, c'est le regard des parents. Ah et oui. pas le regard du public. Le regard du public, ça vous a jamais Non, j'étais petite, gêné? je voulais toujours me mettre en scène. J'essayais toujours d'attirer l'attention. Pour moi, non, c'était logique. C'est ce que je voulais faire. J'étais passionnée de ça. Mais j'ai essayé de les convaincre en cachette. C'est-à-dire que je faisais d'abord tous les entraînements nécessaires. Et une fois qu'il y avait une prestation, je les mettais sur le fait accompli. Et ça a marché. Ça a marché. Ouais. T'as déjà vu un porno belge? Ding dong, ça sonne, ça doit être le réparateur de la machine à laver. Bonsoir, t'es le réparateur? Ben oui, t'as ramené ton matériel. Hein? Et comment on est passé de la danse
la comédie? Ça a été bizarrement plus facile. Parce que je pense que pour moi, c'était un rêve caché. Mais je n'osais pas le dire. Déjà parce que je ne me retrouvais pas dans ce que je voyais à la télé. Je voyais aucune fille qui me ressemblait. Qui vous ressemble, ça veut dire être maghrébine? Complètement. Non, parce que des grandes brunes, il y en a. Oui, Mais pour vous, maghrébine, vous ressemblez, ça voulait dire être maghrébine. exactement. Pas maghrébine, mais avoir ma culture. C'est comme aller chez Carrefour et tu vois que des produits de shampoing pour des cheveux blonds et gras. Et toi, tu as les cheveux bouclés et crépus et secs. Et tu dis, mais c'est quand qu'ils vont nous sortir des produits qui correspondent? Mais ça a été quoi le déclic pour vous? À quel moment vous vous êtes dit, si je peux le faire? Je pense pas que le déclic s'est fait de moi, il s'est fait des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. J'ai eu des coachs d'acteurs qui ont été motivants, bienveillants, qui m'ont dit, il n'y a pas une place, ben crée-la. Et c'est pour ça que j'ai été beaucoup productive. J'ai écrit des propres programmes courts, j'ai écrit mon spectacle. J'ai tout fait toute seule parce que je me suis dit, je vais créer ma propre place. Mais ce qui m'a pas aidé, c'est d'être un vrai garçon manqué. Je vous assure, je me prenais vraiment pour un mec jusqu'à ce que la nature me le rappelle vers 12-13 ans, quand j'ai eu mes queutrues. Vous voyez les filles de quoi je parle? Moi, je savais pas du tout ce qui m'arrivait. Je me souviens, je revenais du foot. Et là, pas. Wouah! 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 On m'a tiré sur la techa ou quoi? C'est ça! C'est quand même une forme de transgression de raconter une histoire comme celle-là pour une jeune fille maghrébine. Oui, complètement. Dans mon spectacle, je parle de la virginité. Je parle de ma première fois. Je parle de tellement de choses qu'aujourd'hui on dit beaucoup de gens m'ont dit t'es la première. Mais la première quoi? Va au fond de ta pensée. Je suis la première rebeu parce que la première femme, je pense pas. Et souvent les gens, oui, ils t'enferment dans un truc. Les gens se posent la question, mais t'as pas honte? Oui, il y avait des commentaires, mais pourquoi j'ai honte? Je suis en train de te mettre, tu prends le truc en frontal, réfléchis. Je parle d'une nana, on lui a pas expliqué. Pourquoi on lui a pas expliqué? Pourquoi elle doit aller chercher de l'explication sur Internet aujourd'hui? Ce qui était mon cas, parce que je parle de mon histoire. Et j'essaye juste de refléter la réalité dans laquelle j'ai pu évoluer. Mes problèmes de femme. Et finalement, il n'y a pas que des maghrébines qui se reconnaissent dans ce que je dis. Hein. Une première fois pour une fille, c'est une première fois. Hein. Si la diversité fait rire dans les cabarets, elle a plus de mal à s'imposer dans le théâtre classique. À la Comédie Française, par exemple, sur 69 sociétaires, 2 seulement font partie des minorités visibles. Et hasard ou coïncidence, il n'existe aucune statistique sur la question de la diversité et de la place des minorités au théâtre. Mais ce qui est sûr, c'est que le théâtre reste un art élitiste. Seuls 58% des Français sont allés au théâtre au moins une fois dans leur vie. Et parmi les ouvriers, 37% ont déjà écouté du Brecht ou du Feydeau, contre 86% des cadres. Le théâtre, symbole de toutes les audaces et de toutes les expérimentations, peine à s'ouvrir aux classes populaires et donc à la diversité. Élément de réponse avec la metteur en scène Marjorie Nakache et Kamel Warty, le directeur du studio théâtre de Stein. Est-ce que la diversité, c'est une question qui se pose aussi au théâtre? Dans le paysage théâtral français, je pense que la question de la diversité se pose. Parce que moi, quand je vais au théâtre, quand je vais à Paris, je vois toujours les mêmes catégories sociales, je vois toujours les mêmes couleurs de personnes, en particulier dans le public, mais aussi très souvent sur scène. Ça veut dire que très majoritairement, c'est des blancs. Des blancs. C'est pas qu'une question de couleur, c'est aussi une question de catégorie sociale. Je veux dire, c'est toujours les mêmes personnes qui vont au théâtre. Enfin, on le sait très bien. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple pour une pièce de Marivaux, pour une pièce de Molière, on ne va pas faire appel à un comédien d'origine maghrébine, d'origine vietnamienne? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de comédiens, parce que c'est pas leur culture? Le théâtre aujourd'hui est une petite caste avec toujours les mêmes personnes qui vont au théâtre et qui vont défendre la même langue. Et j'ai l'impression que ces gens-là ne voient pas, mais c'est véritablement, ils ne voient pas que la société change. Voilà pourquoi aussi on a créé cette compagnie, pourquoi ce lieu et cette question de la diversité, elle est différente ici quand on travaille à Stein et quand on travaille dans une compagnie et quand on travaille dans un lieu comme celui-ci. Et donc que des gens viennent et se disent le théâtre, ça peut être aussi pour moi et surtout ma culture à moi, ce que je porte en moi. Ça peut être aussi
l'occasion de la proposer et ça peut être tout d'un coup un échange. Brecht, dramaturge allemand, inventeur de la fameuse Wasserfraden crème fraîche. C'est la distance qui permet de voir, en opposition à l'identification, où on voit rien. Oh, moi je veux bien distancer mon personnage. Distancier, avec la diérèse. Mais il y a aussi les images qu'on a dans la tête. Donc, quand on pense Marivaux, quand on pense Molière, forcément, c'est une autre époque. Donc, c'est presque logique que les comédiens qui jouent ces rôles-là soient des comédiens blancs. Et quel est l'intérêt de monter un texte s'il n'a pas de résonance aujourd'hui? Si c'est pour le jouer comme du temps de Molière, je veux dire, l'intérêt et la grandeur de Molière, c'est qu'aujourd'hui, il pose des questions, enfin, il posait des questions au XVIIe siècle qui sont valables aujourd'hui. Un texte classique est un chef-d'œuvre et ne perdure dans le temps parce qu'il a la possibilité d'être vu dans le temps et dans la durée. Il reste une œuvre vivante. C'est-à-dire, se dire, on met des artistes issus de la diversité sur un plateau ne devrait absolument pas poser problème. Ça devrait être aussi évident que lorsqu'on monte l'Avare et qu'on le situe dans une époque qui n'est pas celle de Molière. Eh bien, tu rentres en sautant à la ficelle. Mais c'est nul. Sauter à la ficelle. On saute à la corde. Aujourd'hui, je monte un spectacle qui s'appelle Elle, Jamila, elle joue l'école des femmes de Molière. Et bien sûr que l'école des femmes, dans toutes les têtes, c'est une petite blonde, innocente, naïve, etc. Ben non, là c'est Jamila qui le joue. Et Jamila, elle est formidable dans ce spectacle-là parce que tout d'un coup, ça a une autre résonance et c'est son histoire à elle qui vient se coltiner à Molière. Mais c'est ça, la culture qui est vivante. Vous êtes prêts pour Kerry James ? Face à une culture classique qui peine à s'ouvrir à la diversité, les jeunes ont trouvé dans le hip-hop et le rap un espace de liberté et de création que personne ne vient leur disputer. Kerry James est l'une des figures de proue de la scène française. Ses textes engagés font de lui un artiste à part, loin des clichés du rappeur bling-bling. Avec sa directrice artistique, Léi Lassie, il tente de faire sortir le rap de son ghetto. Est-ce que le fait de monter sur scène, ça a changé le regard des autres sur vous? Déjà, quand j'étais jeune, j'en ai souffert. Vous avez souffert de quoi? Parce que comme j'étais un jeune du quartier, mais qu'en même temps, je faisais de la musique et parce que moi, mon premier disque est sorti très tôt, en 1992. Donc, très tôt, je me suis retrouvé sur scène ou des fois à la télé, dans des petits trucs, dans des petites émissions, tout ça. Et ce qui fait que j'étais un jeune du quartier, avec les mêmes problèmes que les gens du quartier, mais en même temps, j'étais pas tout à fait comme eux, parce que je passais à la télé, parce que donc ça changeait le regard des gens, et donc il y avait parfois des gens qui avaient envie de me tester juste pour ça. C'est-à-dire que le Kerry James artiste et le Kerry James citoyen, ah oui, on leur porte pas le même regard. Ah non, c'est pas la même vie du tout. C'est quoi la quand différence? Quand je vais dans un endroit où les gens savent qui je suis et ce que je fais, tout est beaucoup plus facile que lorsque les gens ne savent pas qui je suis. Après, je suis dans la peau d'un jeune noir banlieusard comme les autres. C'est toujours un pour le savoir, deux pour le progrès. Je suis au service du mien, tu le sais, qu'importe le succès, je suis trop vrai. Je ne rappe qu'avec sincérité. Je suis Kerry James et je représente toujours les minorités. Et ce même si ça doit me coûter cher, ma carrière ou ma chair. Je représente ceux qui veulent nettoyer au quart cher. Je suis décidé jusqu'à ce que la mort me fasse taire. Je défends mes idées, je fais du rap.